Bonjour à chacune et chacun. Et merci Thierry, merci aux organisateurs pour l'invitation à parler d'un sujet qui est un peu hors des radars de l'actualité et parfois même hors des radars des organisations qui plaident pour la non-violence. Alors, la question à laquelle je vais m'efforcer de répondre, c'est de savoir s'il est possible de se défendre sans reproduire des logiques qui produisent toujours plus d'insécurité et de violence. Je vais expliquer pourquoi il est important de changer de paradigme militaire, qu'il est important de redéfinir ce que signifie se défendre, quels sont les principes, les stratégies, les méthodes de la défense civile non violente, un concept neuf. Quelles sont les conditions de réussite de ce système de défense? Comment on peut préparer aujourd'hui la défense civile non violente? Et je terminerai par un exemple, l'exemple de la Lituanie. Alors, le paradigme dominant de la sécurité des nations repose sur une équation simple, sécurité égale puissance militaire. L'accumulation de toujours plus d'instruments militaires est censée assurer et renforcer notre sécurité. Cette équation ne fonctionne plus. Lorsqu'on observe les conflits contemporains sur une longue durée, il est assez clair que la puissance armée, et on le voit je crois encore tous les jours, ne parvient plus à produire les effets politiques qu'elle prétend garantir. Loin d'apporter des solutions durables, l'usage de la force militaire tend à fragmenter les sociétés, à déplacer les foyers de violence et à creuser des dynamiques d'instabilité chronique. Les victoires militaires, lorsqu'elles existent, et on pourrait s'interroger sur l'expression « victoire militaire », ne se traduisent plus en légitimité politique qui permettrait d'assurer une paix durable et une sécurité partagée. La guerre, censée être un instrument au service de l'ordre, devient elle-même un facteur de désordre. La force armée peut contraindre, peut détruire, peut dissuader, mais elle peine à faire société. Parce qu'en s'imposant par la peur et la destruction, elle engendre souvent les conditions mêmes de l'insécurité qu'elle prétend combattre. Ce qui nourrit les humiliations, les ressentiments, les spirales de violence. En réalité, elle produit des ennemis plus qu'elle ne produit de l'ordre. On peut donc parler de crise du paradigme militaire, pour plusieurs raisons. D'abord, les menaces qui pèsent sur nos sociétés, nos démocraties, ne sont plus seulement militaires. Elles sont hybrides, cela a déjà été dit. Cybernétiques, climatiques, informationnelles, politiques. Les instruments militaires n'ont pas été conçus pour faire face à ces nouvelles menaces. La seconde raison découle de la première. Il y a un décalage structurel entre les menaces réelles et les outils mobilisés pour y répondre. L'émergence des guerres hybrides confirme ce décalage. Une armée peut être puissante, technologiquement avancée, et pourtant être incapable de prévenir l'effondrement potentiel de la cohésion sociale et nationale. La sécurité, donc, ne se réduit pas à la capacité à détruire des infrastructures et le matériel de l'ennemi et l'ennemi lui-même. Il nous faut donc redéfinir ce que signifie se défendre. Se défendre au sens politique, c'est empêcher qu'un pouvoir extérieur ou intérieur impose sa domination sur la société. C'est préserver l'autonomie de cette société, c'est maintenir sa capacité de décision collective, c'est préserver ses valeurs, ses institutions, ses infrastructures et ses capacités sociales, politiques, culturelles. Cette approche de la sécurité rejoint le concept de sécurité humaine que l'ONU a développé dès 1990. Le principe de la sécurité humaine est de dire que la sécurité véritable consiste à garantir la dignité, les droits et les moyens d'existence et la protection des personnes.
La défense consiste donc à préserver ce qui fait tenir une société debout. Donc le cœur de la défense, c'est la société elle-même, et non pas seulement ses forces armées qui ne sont là que pour tenter de protéger un territoire. Ce qui protège une société, c'est sa capacité à fonctionner malgré les attaques, maintenir les services essentiels, préserver les institutions, empêcher l'ennemi de gouverner à sa place. Autrement dit, il s'agit de protéger le tissu social plutôt que la seule frontière militaire. Et c'est précisément ce déplacement de perspective que propose la défense civile non violente. S'interroger sur ce que signifie se défendre, c'est aussi se poser la question des objectifs d'un agresseur. Son objectif est de dominer la société, de la gouverner sur le plan politique, de l'exploiter sur le plan économique, de l'influencer sur le plan idéologique. C'est donc un projet de domination et de contrôle. Comment ? Un pouvoir, qu'il soit militaire, politique ou économique, ne peut gouverner une population que si celle-ci coopère, activement ou passivement. Coopère passivement ou activement à ses injonctions. Comme l'a montré le chercheur américain Gene Sharp, toute domination repose sur des piliers de soutien. La loyauté des fonctionnaires, l'obéissance des forces de police, la collaboration des élites économiques, la disponibilité des médias, le travail des employés, la passivité ou la collaboration de la majorité. Vue sous cet angle, la question décisive est comment empêcher un agresseur d'exercer cette domination sur la société. Cette question a déjà trouvé des réponses dans l'histoire par les résistances civiles aux pouvoirs usurpateurs, aux dictatures, aux tyrannies, aux occupations militaires, aux coups d'État. Cette histoire a alimenté des études, des recherches, des travaux, notamment depuis les années 60. Recherches qui ont analysé ces cas historiques et qui en ont tiré des leçons pour concevoir un autre système de défense, notamment quels sont les facteurs de réussite ou d'échec de la résistance civile. Si le pouvoir armé dépend structurellement de la coopération de la population et de la société civile, politique et économique, cela signifie qu'il y a une dépendance de ce pouvoir et nous identifions là un point de vulnérabilité structurelle du pouvoir armé. Un occupant peut s'emparer de bâtiments, d'infrastructures, d'une capitale. Il lui est bien plus difficile de faire fonctionner une administration, d'obtenir la collaboration de la population, de maintenir l'économie, de collecter les impôts, d'assurer l'ordre public. Privé de coopération, son pouvoir tend à se déliter. C'est pourquoi tout l'enjeu de la défense et de la résistance est de réduire les capacités à gouverner de ce pouvoir en lui retirant la coopération dont il a besoin. Et nous comprenons déjà que les armes, dans cette perspective, sont inutiles, puisque la force d'une société tient précisément à sa capacité à retirer l'obéissance qui fonde la domination. Se défendre par les armes face à un pouvoir armé, militaire, usurpateur, c'est aller sur le terrain de l'adversaire, là où il est le plus fort, le plus préparé. A contrario, se défendre par les moyens de la non-violence, ce n'est pas seulement défendre un territoire, c'est défendre des valeurs, l'identité d'une société, ses institutions, ses capacités économiques, etc. Quels sont les principes, la stratégie, les méthodes de ce que l'on appelle la défense civile non violente ? La défense civile non violente, c'est bien une stratégie collective de résistance. La non-violence, ici, est bien envisagée comme une option stratégique avec des méthodes d'action pour atteindre des objectifs. On peut donc parler de doctrine de défense. Ça implique des plans, une organisation anticipée, des institutions résilientes, des réseaux formés. Je vous propose cette définition de la défense civile non violente. C'est l'organisation d'un système de sécurité collective basé sur la puissance de la société civile,
afin de résister à une agression extérieure ou intérieure par des moyens non armés, afin de protéger les institutions essentielles et afin de rendre toute tentative de domination impossible, impraticable. La défense civile non violente repose sur 3 grands principes. Le premier est le primat de la dignité humaine. La défense doit consister à préserver les vies civiles, les libertés et les institutions démocratiques. Les moyens de la défense sont en cohérence avec cette finalité. Le second principe est l'autonomie sociale. Plus une société est capable d'organiser par elle-même ses réseaux, ses approvisionnements, son information, ses services essentiels, moins elle est vulnérable à une agression. Et l'Ukraine, aujourd'hui, nous montre énormément d'exemples de cette capacité de résistance civile, même s'il y a aussi la défense militaire, il y a aussi une résistance civile dont on ne parle pas et qui fait tenir la société. Le troisième principe, c'est la non-coopération. Une domination ne se maintient que si les citoyens, les institutions acceptent de lui prêter leur concours. Le refus concerté, organisé de collaborer est un instrument puissant de résistance. La défense civile non violente se déploie par une stratégie structurée qui vise donc à rendre une agression extérieure ou intérieure coûteuse, inefficace et ingérable pour ses protagonistes. Cette stratégie se construit. Elle implique de la formation, de la planification, de l'anticipation, un travail de culture démocratique et une organisation à plusieurs niveaux, local, institutionnel, national. Cette stratégie s'articule également en 4 dimensions. Première dimension, la prévention, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire dès maintenant, y compris pour se protéger des menaces existantes aujourd'hui. Renforcer la cohésion sociale, diversifier les approvisionnements, développer une culture critique, cartographier les vulnérabilités, ne serait-ce qu'au plan local, former les acteurs locaux, réduire les dépendances technologiques. La seconde dimension, c'est la protection qui vise à réduire les effets immédiats d'une crise. Il s'agit de maintenir les infrastructures vitales, d'assurer la circulation d'une information fiable, d'organiser les secours, de préserver les chaînes logistiques locales, de protéger les personnes vulnérables, de soutenir les communes dans leurs responsabilités. La défense civile non violente s'appuie ici sur des institutions déjà existantes. La santé, l'éducation, l'administration locale, en leur donnant un rôle stratégique. C'est la première ligne de défense. La troisième dimension, c'est la résistance. Lorsque l'agression est manifeste, ça peut être une occupation militaire, un coup d'État, un régime ultra-autoritaire. La population oppose un ensemble d'actions non violentes destinées à bloquer et paralyser la domination. C'est le cœur de la défense civile non violente. L'administration, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens organisent la non-coopération, la désobéissance aux ordres illégitimes et injustes, la grève, la protection des élus légitimes, le maintien parallèle d'institutions, le ralentissement généralisé, la perturbation logistique. Ces actions cherchent la neutralisation progressive de l'agresseur par la désorganisation sociale, institutionnelle et politique de son projet. La quatrième dimension est la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une société à préserver son intégrité morale et institutionnelle malgré les pressions subies. Il s'agit de maintenir vivante une société, même si la résistance échoue ou partiellement échoue, jusqu'à ce que les circonstances politiques internes ou internationales rendent la domination intenable. Les méthodes non violentes. La stratégie de la défense civile non violente utilise un large répertoire de méthodes non violentes. Dans les années 70, le chercheur américain Gene Sharp avait recensé plus de 198 méthodes d'action non violente différentes. Aujourd'hui, l'apport de la recherche, et notamment le chercheur Michael Beer, en recense 346 méthodes d'action non violente.
Ces méthodes sont généralement classées en 3 grandes familles. Les méthodes de protestation et de persuasion. Alors, cela inclut les rassemblements, les marches, les pétitions, les prises de parole publiques, la circulation d'informations alternatives, la défense de symboles collectifs, la mobilisation culturelle. Elles visent, ces méthodes, à créer une conscience partagée de la situation, à délégitimer l'agresseur et à renforcer le moral de la population. Deuxième famille de méthodes, les méthodes de non-coopération. Les méthodes de non-coopération sont structurantes. Elles comprennent la grève, le boycott, la démission d'institutions qui sont instrumentalisées, le refus de fournir certains services, la protection des élus légitimes, l'obstruction administrative, la décentralisation des activités essentielles, la dissidence organisée au sein de secteurs clés, comme la fonction publique, les médias, les transports, l'énergie. Elles rendent la domination impraticable, en privant l'agresseur du soutien logistique, bureaucratique, psychologique dont il a besoin pour gouverner. Et enfin, troisième grande famille de méthodes, les méthodes d'intervention non violente. Cela inclut les pratiques de présence civile, d'accompagnement protecteur, de création d'institutions parallèles, de maintien de services alternatifs, de réappropriation de lieux stratégiques, de blocage non violent d'infrastructures, de construction de réseaux de secours autonomes, etc. Ces méthodes transforment l'espace social et politique pour empêcher l'agresseur d'imposer son ordre tout en protégeant la population. La diversité tactique est l'un des ressorts stratégiques essentiels de l'efficacité non violente. Nous avons maintenant, depuis plus de 100 ans, un large corpus d'actions non violentes, de résistance civile à des dictatures, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toutes ces luttes, toutes ces résistances ont fait l'objet d'analyses comparatives, d'études, de recherches. Et ces recherches montrent qu'il est très important de diversifier les tactiques, car le pouvoir qui cherche à dominer une société dépend d'un ensemble complexe de coopération administrative, économique, symbolique, informationnelle et professionnelle. Pour désactiver ces coopérations, il faut mobiliser un répertoire tactique étendu, capable d'atteindre les différentes sources de pouvoir. C'est très important ceci car l'élargissement du répertoire tactique, car cela permet de mobiliser et d'inclure davantage de profils variés de la population. On parle d'un système de défense qui permet à tout un chacun, et pas seulement à une certaine catégorie de personnes formées et entraînées, donc à tout un chacun de participer à la défense collective. Nous l'avons dit, les menaces sont désormais hybrides. Il faut donc maintenant intégrer des tactiques numériques, culturelles, juridiques, locales et s'adapter en permanence. La diversité tactique est aussi essentielle car les pouvoirs répressifs ont appris des résistances non violentes passées. Ils savent neutraliser certaines tactiques non violentes. Donc la meilleure des diversités, c'est la créativité sociale. L'ensemble de ces principes, de ces stratégies et méthodes constitue une véritable doctrine de défense, à la fois réaliste et profondément démocratique. Cette doctrine reconnaît que la défense d'un pays dépend moins de la quantité d'armes qu'il possède que de la vitalité de sa société civile, de la capacité des citoyens à s'entraider et à résister. Cette défense civile non violente est donc bien une nécessité aujourd'hui. Quelles sont ces conditions de réussite ? Car l'histoire nous a montré aussi que des luttes non violentes, des résistances civiles pouvaient échouer totalement, partiellement. Beaucoup ont réussi, mais il faut tenir compte aussi des échecs, les analyser pour améliorer les différentes stratégies et méthodes. Donc les recherches convergent sur plusieurs points. Les victoires non violentes, qui ont été recensées donc dans l'histoire, reposent sur un ensemble précis de facteurs qu'il nous faut identifier pour concevoir une doctrine de défense civile non violente crédible.
Le premier facteur, c'est l'unité sociale. Les mouvements qui sont capables de coaliser des classes populaires, des professions intermédiaires, des élites intellectuelles, ont des chances de succès bien supérieures à ceux qui sont limités à une fraction de la population. En Tchécoslovaquie, par exemple, en 1989, la résistance civile à l'ordre totalitaire a été, de ce point de vue, emblématique, puisqu'elle a réuni des étudiants, des artistes, des églises, des syndicats, des milieux intellectuels et ouvriers qui ont su construire une coalition cohérente qui rendait la répression extrêmement coûteuse. Lorsque les sociétés sont fragmentées, du fait de la polarisation partisane, des fractures identitaires, des inégalités extrêmes, la résistance peut être neutralisée par des stratégies de division déployées par l'adversaire. Le deuxième facteur de réussite, deuxième condition, c'est ce que l'on appelle la discipline non violente. Et oui, on peut être non violent et parler aussi de discipline. La discipline non violente, c'est la capacité à résister activement aux provocations, à maintenir la cohésion sous pression, à gérer la peur et la colère. Dans tous les cas de réussite, les mouvements organisés ont mis en place des formations avec des simulations, des équipes de médiation et de soutien, des protocoles de désescalade. La discipline non violente permet au mouvement de garder le contrôle narratif et de maintenir son unité lorsque la répression survient. Troisième facteur de réussite, ce que l'on appelle la planification stratégique. Il est important de prévoir des scénarios, d'anticiper des scénarios. Comment assurer la continuité des institutions sous occupation ? Comment comment organiser des circuits clandestins d'information, des grèves ciblées, la protection des municipalités, la préparation de structures parallèles. Donc la planification va identifier les piliers de soutien du pouvoir adverse et les moyens de les affaiblir sans recourir aux armes. Quatrième condition de réussite, la résilience, ce qu'on appelle la résilience institutionnelle. Toutes les institutions sont concernées, les municipalités, les tribunaux, les écoles, les administrations locales, les médias indépendants jouent un rôle décisif car les régimes autoritaires cherchent d'abord à capturer ces institutions. C'est leur prise qui permet l'installation d'un pouvoir illégitime. Ce n'est pas seulement la présence de chars ou de forces armées dans les rues qui impose l'ordre. C'est le fait de capturer ces institutions et de les mettre à son service. Quand les institutions résistent, la domination échoue ou s'érode. Alors, que peut-on faire pour préparer aujourd'hui la défense civile non violente ? Je crois que ça passe d'abord par un travail de légitimation culturelle et politique. Tant que la sécurité restera assimilée à la puissance militaire, la défense civile non violente sera considérée comme naïve ou irresponsable et elle sera donc disqualifiée. Il importe donc de déconstruire cette équation en montrant que la militarisation produit elle-même de l'insécurité, de la vulnérabilité et de la dépendance, tandis que la capacité d'une société à résister collectivement sans s'autodétruire constitue un facteur central de sécurité humaine. Il est donc stratégique de produire des récits, des analyses, des supports pédagogiques, des retours d'expérience montrant que la non-violence peut être une forme de défense organisée, structurée, efficace. La diffusion de brochures, l'organisation de conférences, la publication d'articles, la création de formations accessibles participent directement de cette légitimation. Deuxième aspect de ce qui peut être fait aujourd'hui, développer des capacités civiles autonomes. L'objectif n'est pas d'abord de chercher à convaincre les décideurs politiques ou militaires. Je crois que la défense civile non violente ne peut émerger que d'un mouvement ascendant, une construction progressive, enracinée dans la société civile, avant d'être éventuellement reconnue et institutionnalisée. La défense civile non violente ne peut pas être décrétée par en haut. On ne peut pas obliger les gens à agir de façon non violente.
Il y aurait une contradiction. On peut obliger les gens à prendre des armes, à tirer, mais on ne peut pas obliger les gens à être non violents. Donc la défense civile non violente ne peut émerger que du bas de la société civile, du cœur de la société civile, en ayant l'idée que jamais, ou probablement jamais, le pouvoir politique, le pouvoir militaire n'acceptera de se laisser déposséder de ses prérogatives de défense en donnant aux sociétés un pouvoir d'agir. Donc, la défense civile non violente doit d'abord être pratiquée, éprouvée, rendue visible. Développer donc des capacités civiles autonomes dès le temps de paix, renforcer ce qui existe, les réseaux, les syndicats, les réseaux associatifs, les collectifs citoyens, les organisations éducatives, les médias indépendants, les communautés culturelles, religieuses, de les relier, de les former, de les doter d'une culture stratégique commune de la résistance civile. La défense civile non violente suppose des compétences, des méthodes, des protocoles, une mémoire collective des résistances passées et des luttes passées, et une capacité à agir de manière coordonnée face à la contrainte armée. Cette montée en capacité passe également par une territorialisation de la défense civile non violente. La défense civile non violente peut commencer à prendre forme dans les villes, dans les quartiers, dans les bassins de vie. Dans ces lieux-là, on peut initier des démarches expérimentales, cartographier les ressources civiles, identifier les infrastructures critiques locales, élaborer des scénarios de résistance civile, mettre en place des réseaux d'alerte et de solidarité. Ces initiatives, même modestes, contribuent à rendre la défense civile non violente pensable et praticable. Cela crée des précédents. Troisième point, soutenir la recherche, la formation, l'expérimentation locale. Donc, cette montée en capacité passe par l'éducation populaire et la transmission d'expériences. Former à la défense civile non violente, ce n'est pas seulement enseigner des techniques d'action non violente, que nous connaissons bien, c'est apprendre à analyser des rapports de force, à identifier des points de vulnérabilité des systèmes de domination et à maintenir la cohésion sociale face aux stratégies de peur, de division ou de désinformation. Et donc chaque formation, chaque atelier, chaque manuel, chaque exercice collectif constitue déjà un acte et une infrastructure de défense. La formation crée des réflexes, un langage commun, une capacité d'agir sans attendre des consignes venues d'en haut. Je terminerai par un exemple pour montrer que la défense civile non violente n'est quand même pas de l'ordre de la rêverie ou de l'utopie. Nous ne partons pas de rien. Il existe un pays laboratoire qui est la Lituanie. Alors, c'est un petit pays, mais ils sont très près de la Russie. Premier épisode, en 1988-1990, ce pays a vu l'émergence d'un mouvement non violent contre le pouvoir soviétique et qui a abouti à une victoire électorale en mars 1990 et à l'indépendance de ce pays. Donc, premier acte, une résistance qui aboutit à l'indépendance, une résistance non violente. Deuxième épisode, invasion militaire des chars soviétiques en janvier 1991. Le peuple se mobilise pour protéger les institutions légitimes, empêcher l'instauration d'un gouvernement fantoche. Malgré les tentatives de répression, la résistance civile a tenu bon et a fait échouer la tentative de domination politique de Moscou. Troisième épisode, 1992-2000, le gouvernement intègre dans sa stratégie de défense nationale des capacités de résistance civile avec des programmes de formation à la non-coopération, à la résilience psychologique, à la défense des institutions. Quatrième épisode, 2004-2014, la Lituanie entre dans l'OTAN et la défense est recentrée sur les piliers militaires classiques. Cinquième épisode, 2014-2022, après l'invasion de la Crimée par la Russie, on comprend que les menaces hybrides se développent. La Lituanie cherche à réintégrer des éléments de défense civile non violente en accordant un rôle à la population. Et d'ailleurs, 60% de la population se dit prête à participer à une résistance civile et des manuels
de formation sont distribués à la population. Dernier épisode, 2022, le Parlement adopte un nouveau plan stratégique qui inclut officiellement la défense civile non violente dans un modèle de défense globale avec plusieurs piliers militaires et civils. Pour terminer, pour conclure, la question n'est pas « est-ce réaliste de se défendre sans armes ?» ou « est-ce réaliste d'imaginer une défense civile non violente ?» La question est « pouvons-nous ne pas y réfléchir sérieusement ? Pouvons-nous faire l'impasse sur les potentialités de la défense civile non violente au regard de ce que l'outil militaire ne peut plus faire ?» La défense civile non violente apparaît aujourd'hui comme un élément essentiel d'une architecture de sécurité pluraliste. Elle éclaire la manière dont les sociétés peuvent se défendre sans se militariser, protéger leurs institutions sans dépendre exclusivement de la force armée et maintenir la démocratie sans céder à la logique de la peur. C'est donc une ressource politique, éthique, institutionnelle pour un monde confronté à des défis de plus en plus complexes. La défense civile non violente nous invite à concevoir la défense comme une œuvre commune, patiente, exigeante, qui repose sur la vitalité de la société civile et sur la confiance que celle-ci a en ses propres forces. Ce n'est donc pas un projet à remettre à plus tard, c'est une tâche du présent qui commence là où des femmes et des hommes décident de ne plus déléguer entièrement leur sécurité à des appareils de violence. Elle commence là où des femmes et des hommes décident d'apprendre à se défendre autrement, c'est-à-dire sans se détruire. Je vous remercie pour votre attention.